Cette semaine, à info.tvc, la municipalité de Saint-Moïse réclame toujours une réduction de la limite de vitesse sur la route 132. Un comité vigie a été mis en place pour assurer la pérennité du Centre matapédien d'études collégiales. On vous dévoile les films qui seront à l'affiche au cinéma Figaro pour le mois de mars. Il n'est pas trop tard pour déposer sa candidature dans l'une ou l'autre des catégories du défi Ose entreprendre. Et le matapédien Éric Lamarre s'est mérité une bourse pour réaliser son court-métrage. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 3 mars. C'est la semaine de relâche qui débute. Avez-vous pris congé pour passer la semaine avec vos enfants? Si c'est le cas, mais que vous êtes à court d'idées, consultez le guide de la programmation pour la semaine de relâche de la ville d'Amqui que vous avez reçu par la poste. Vous retrouvez à l'intérieur le calendrier de la semaine avec toutes les activités, les spectacles qui sont offerts par Diffusion Mordicus, tous les ateliers également offerts et toutes les activités sportives extérieures et intérieures. Plein de belles idées à faire à tous les jours. Donc, conservez ce petit guide à portée de main. Il vous sera très utile. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Hier, autour de 16 heures, une collision entre deux véhicules s'est produite sur la route 132 à Lac-aux-Saumons. L'intervention des pompiers avec les pinces de désincarcération a été nécessaire pour dégager un passager resté coincé dans l'habitacle d'une des voitures. 3 personnes ont été transportées au centre hospitalier pour des blessures mineures. La situation a causé une entrave à la circulation et les causes de l'accident sont inconnues pour le moment. Dans le cadre de sa tournée des merci, l'équipe d'Opération Enfant Soleil a remis 207 843 $ à 11 établissements de la région du Bas-Saint-Laurent. De ce montant, 54 339 $ est destiné à l'hôpital d'Amqui. Une première partie de ce montant servira pour financer l'achat de laryngoscope qui permettra l'intubation plus douce et sécuritaire des enfants. Une deuxième partie de ce montant permettra de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Aussi, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux verseront chacun 13 477 $ afin de financer l'achat d'un moniteur à signes vitaux. Cet appareil permettra de suivre l'état de santé des enfants en tout temps. Avec cette somme, Opération Enfant Soleil a remis jusqu'à maintenant un montant de 243 635 $ à l'hôpital d'Amqui. À ce jour, c'est 2 387 948 $ qui a été versé dans le Bas-Saint-Laurent afin de veiller au mieux-être des enfants. L'Association récréo-touristique et d'économie locale de la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Amqui organise un rallye motoneige dans sa municipalité le 18 mars prochain. L'événement se déroulera à 13 h. Les gens intéressés à y participer doivent s'inscrire le jour même, entre midi et 13 h, et les frais d'inscription sont de 5 $. Après le rallye, un souper pizza est offert à 20 $ à la salle multifonctionnelle. Pour ceux qui voudront poursuivre la soirée, le chanteur-drummer Pat Power Bergeron offrira une performance au gymnase. L'entrée est de 10 $ par personne. Un tirage de 3 prix aura également lieu dans la soirée, soit un certificat cadeau de 300 $ au garage JM Villeneuve d'Amqui, un certificat cadeau de 300 $ chez André Allais et Fils d'Amqui et un certificat cadeau de 200 $ chez FM Sport Amqui. Les billets sont en vente au dépanneur du lac Amqui. Pour toute information, contactez le 418-639-5789 ou le 418-639-3199 ou consultez la page Facebook Artel. La MRC de la Matapédia sera présente à la Foire de l'emploi Capitale Nationale Chaudière-Appalaches
les 14 et 15 avril 2023. Le kiosque sera tenu par le coordonnateur en recrutement et rétention à la MRC de la Matapédia, Ihsan Nagy, qui va promouvoir et représenter les employeurs matapédiens. Les entreprises et organisations qui ont des postes à pourvoir peuvent contacter Ihsan Nagy à la MRC pour lui transmettre leurs informations. La Foire de l'emploi Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches attire plus de 3 500 visiteurs annuellement qui viennent rencontrer les exposants et découvrir les différentes opportunités d'emploi. L'Harmonie de Cause-Abscale fête son 61e anniversaire cette année. L'institution, qui a vu le jour au début des années 60, ne cesse de croître depuis. Et aujourd'hui, l'Harmonie compte parmi ses rangs 21 musiciens provenant de la Matapédia et même de Saint-Anaclet, Saint-Octave-de-Métis, Carleton-sur-Mer et Saint-Alexis de Matapédia. L'ensemble musical peut compter sur 4 vétérans qui sont présents depuis 50 ans, soit Léopold Bergeron, Martine Deschaines, Sonia Barriot et André Desrosiers. Si comme eux, vous vivez la passion de la musique et que vous désirez vous joindre à l'Harmonie de Cause-Abscale, vous pouvez contacter Kelly Watchurst au 88 756 3115 ou bien Sonia Barriot au 88 756 3121. Le président de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Montjoli, Bruno Paradis, a annoncé que les vols directs entre Montjoli et Montréal reprennent du service. Depuis le 27 février, il est possible de réserver un vol direct Montjoli-Montréal sur le site de la compagnie d'aviation Pascan. Le transporteur aérien effectuerait 3 voyages directs par semaine, mais un de ceux-ci ferait une escale au Saguenay. En ce qui a trait aux compagnies aériennes PAL Airlines et Air Canada, rien n'indique qu'ils reprendront les vols directs. Rappelons que le service de liaison aérienne directe entre Montjoli et Montréal avait été interrompu depuis le début de l'année par les 3 compagnies aériennes. Toujours dans le secteur de l'aviation, la compagnie Pascan, qui dessert l'aéroport de Montjoli, a dévoilé son association avec le transporteur aérien Porter Airlines, qui a fait l'annonce de son nouveau terminal à l'aéroport régional de Saint-Hubert. Les 2 compagnies confirment qu'elles assureront les correspondances pour gagner en efficacité lorsqu'il sera question de relier les plus petits aéroports régionaux aux grands centres urbains canadiens. Ce qui signifie qu'un seul billet d'avion serait nécessaire pour un déplacement entre Montjoli et Toronto, même si ce trajet comporte plusieurs connexions entre les avions de Pascan et de Porter. Cette nouvelle association reçoit un accueil mi-figue, mi-raisin dans l'Est du Québec. Le président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoli, Bruno Paradis, craint que ces liaisons vont faire en sorte que les avions seront plus remplis et souhaite qu'il y aura plus de vols et que ce sera plus régulier. Voici maintenant les résultats sportifs. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar Laser de Cause-Abscale a éliminé le Bois BSL de Montjoli dans la première ronde des séries éliminatoires. C'est par 2 victoires de 7-2 pour les 2 matchs que le bar Laser passe en deuxième ronde. Lors du match du 24 février, les marqueurs de l'équipe matapédienne furent François Abud, Olivier Galland, Steven Leclerc, Alex Durette, Maxime Charret et Ludovic Lefrançois avec 2 buts marqués. Lors du match du 25 février, Alex Durette et François Abud ont marqué chacun un but. William Champagne a marqué 2 buts et Ludovic Lefrançois a accompli un tour du chapeau avec 3 buts. Pour la deuxième ronde des séries, le bar Laser affrontera Fondation BA de Trois-Pistoles. Les deux premières parties auront lieu cette fin de semaine, soit samedi à 20h à Trois-Pistoles et dimanche à 14h à Cause-Abscale. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones M18 du Bas-Saint-Laurent sont revenus du Saguenay avec 2 victoires contre les Rebelles. Les 2 parties se sont complétées avec un résultat de 2-1. Avec ces 2 victoires, l'équipe bas-laurentienne occupe actuellement la 4e position dans le classement sur 13 équipes.
Les prochains matchs se joueront les 11 et 12 mars à Saint-Fabien contre les élites de l'Estrie. Rappelons que la joueuse des Cyclones, Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius, participe aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, accompagnée des Matapédiennes, la joueuse Lauriève Lavigne et l'entraîneur Olivia Michaud. La patineuse de vitesse de Lac-aux-Saumons, Emmanuelle Leclerc, est revenue des Jeux du Canada qui se déroulaient à l'île du Prince-Édouard avec 4 médailles au cou. La jeune athlète de 17 ans a remporté 2 médailles d'or aux finales courtes pistes aux 500 mètres et aux 1000 mètres, et 2 médailles d'argent à la finale du 3000 mètres et à l'épreuve de la course à relais avec ses 4 coéquipières. Emmanuelle Leclerc profite maintenant de quelques jours de repos avant de se préparer pour la sélection senior nationale qui aura lieu dans 2 semaines à Québec. Félicitations, Emmanuelle. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente le reportage sur le combat que mène la municipalité de Saint-Moïse pour faire réduire la limite de vitesse sur la route 132. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. La route 132 à Saint-Moïse, à la hauteur de la rue de la Montagne, a été le théâtre de plusieurs accidents, dont certains qui ont été mortels. Pour éviter que de telles situations se reproduisent, les citoyens et la municipalité de Saint-Moïse demandent à ce que la limite de vitesse passe de 90 km/h à 70 km/h sur une distance d'environ 1,5 km dans ce secteur. Jusqu'à maintenant, les demandes ont été refusées par le ministère des Transports du Québec, mais la municipalité ne baisse pas les bras et poursuit de clamer qu'une action doit être entreprise à ce niveau. Je suis en compagnie du maire de Saint-Moïse, Patrick Filion. Bonjour, M. Filion. Bonjour. Avant d'être maire, vous avez été conseiller municipal, donc ça fait plusieurs années que vous êtes dans le conseil municipal. Donc vous êtes en mesure de nous expliquer que quand même c'est un tronçon qui est quand même un peu dangereux ici à Saint-Moïse. Effectivement, on a eu plusieurs accidents, plusieurs pas assez proches, mettons qu'on peut dire. Fait que la vitesse est trop élevée, puis il y a sur ce tronçon de route, là, il y a trois sections, puis qu'on aimerait avoir une section qui est virage à grosse protégée, un peu comme Sébec ont fait il y a quelques années. Protéger nos citoyens, puis pas juste nos citoyens, c'est les utilisateurs de la route. Là. Ça peut être n'importe qui est de l'extérieur qui arrive ici puis qui peut avoir un accident. Fait que c'est pour ça qu'on met de la pression sur la MTQ pour changer un peu ce tronçon-là, les règlements. Parce que là, on le voit derrière nous, c'est vraiment où on voit la lumière qui flash, cette intersection-là qui devient problématique. Oui, effectivement. Bien, un peu partout sur ce tronçon-là quand même. Là. À la fin, sur les lignes de dépassement aussi, des fois, ça rentre serré à plein. Là. Le monde, ils veulent sortir les premiers. Fait que, ça arrive souvent qu'on entend des klaxons, puis ça passe proche. Parce que la section qu'on vous demandez pour diminuer la limite de vitesse, c'est sur à peu près environ 1,5 km. Environ. C'est vraiment pas long. Ce ne serait pas une grosse complication à faire, je pense, pour le MTQ. L'infrastructure est déjà là pour changer, mettre un virage à gauche protégé puis diminuer la vitesse. Pas grand-chose qui serait très, très compliqué à faire. Parce que là, vous parlez qu'il y a quand même plusieurs accidents. Est-ce que vous recensez à peu près combien d'accidents par année? Des gros sont 1 ou 2 par année. Puis à part, comme on dit, là, les traces noires, là, les freins qui se mettent au bout, là, soit que ça sort du commerce ici ou ça arrive très, très régulier. Très, très souvent. Et les accrochages, hein? Même si ça compte pareil. Ça compte. Ça compte. Puis on a des enfants qui traversent ici aussi, puis c'est risqué. C'est risqué beaucoup. Et puis, d'ailleurs, justement, en 2018, il y a eu un accident aussi. C'est un piéton qui s'est fait happer. En plein ça. M. Lucien qui était happé mortellement, exactement à 200 mètres d'ici à peu près. Là. Suite à ça, il y a des citoyens qui ont fait des démarches auprès du MTQ. Il y en a qui en font encore présentement en ce moment. Et au niveau de la municipalité, qu'est-ce qui a été fait comme démarche? On a fait des résolutions, demander à MTQ de changer la vitesse, puis comme je vous dis, mettre
des virages à gauche protégés. Puis après les accidents aussi, on met toujours des résolutions. On a envoyé à MTQ en copie conforme avec Pascal, notre député. Et qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? Avez-vous eu des réponses? On a des réponses qui disent que les autres ils ont fait des études, que c'est pas, il n'y a pas assez d'entrée de cours, il n'y a pas assez de. Ils ont des critères, puis ça rentre pas dans les critères pour que ça rentre pour enlever pour mettre ça à vitesse réduite. Et là, présentement, est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être posées par la municipalité dans le dossier? Toutes les années, on met une pression sur MTQ, on nous envoie toute une résolution comme de quoi que la vitesse fait baisser la vitesse. On lui demande de mettre un système de radar, mais la dernière fois, le système de radar n'a pas fonctionné, fait que... Donc, on lâche pas, on continue. On essaye, on va toujours essayer. C'est pour la protection de tout le monde. Fait que, on va continuer à faire de la pression avec les citoyens puis avec mon conseil municipal. Désolé. Patrick Filion, maire de Saint-Maurice, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous. Comme on l'a mentionné, un accident en 2018 a causé la mort d'un octogénaire. Et par la suite, sa femme, Rachel Filion, avait entrepris des démarches en 2020 et en 2021 auprès du MTQ. Et même après avoir ramassé plus de 400 signatures, le MTQ a refusé d'adhérer à sa demande. Et puis aujourd'hui, je suis avec Brenda Tremblay qui poursuit la démarche de Mme Filion. Bonjour Brenda. Bonjour. Tu as vécu une expérience en octobre dernier. Il y a eu un accident avec un autobus scolaire. Et tu avais tes deux filles qui étaient dans l'autobus. Donc, c'est un peu la raison qui a fait que tu as repris le flambeau pour continuer les démarches auprès du MTQ. Oui, c'est exactement. Je veux que le tronçon de route, il change justement pour ça, pour les autres enfants à venir aussi, puis pas juste les enfants, tous les voyageurs qui passent là par jour. Là, on parle que même s'il n'y a pas de décès, ça crée quand même des complications de vivre un accident, parce que j'imagine que tes enfants ont vécu quand même un traumatisme. Oui, quand même beaucoup. Physiquement, ils ont eu des petits bobos mineurs, mais c'est plus mentalement qui ont été durs les semaines après l'accident. Là, ça commence juste à être moins pire. Puis je sais que les deux autres petites filles aussi, ils ont été quand même un peu sur le choc. Ça a été difficile de reprendre l'autobus par la suite? Oui, quand même. Les dernières semaines, ils ont été mieux. Mais les premières, ils ont été assez difficiles. Puis, tu sais, même moi, je l'entends encore la scène quand je les ai vus par la fenêtre. Ouais, ça a été assez spécial. C'est quand même pas quelque chose qui est évident à vivre non plus. Alors, tu as entrepris des démarches auprès du MTQ, auprès du député de Pascal Bérubé. Qu'est-ce que ça a donné? Pour le moment, il n'y a rien qui est donné. Je sais que la MTQ a pris en considération les plaintes qu'il y avait. Ils nous ont contactés pour toute leur analyse qui avait été refusée. Selon eux, l'accident ici est inférieur à ceux du Québec presque en total. Fait que pour ça, ils ne veulent rien changer vu leur évaluation qui ont été mises en vigueur. Et auprès du bureau de Pascal Bérubé, est-ce que ça a donné quelque chose? Avez-vous vu une réponse? Non, on n'a pas eu de retour encore. Je sais que lui les a contactés, mais rien de plus encore de nouvelles. Okay. Et ça avait été effectué quand, ces démarches-là? Pratiquement après l'accident. Là. Je sais que Pascal Bérubé était quand même assez beaucoup occupé dans cette période, fait que ça se peut que c'est quelque chose qui a sorti un petit peu. Là. Mais c'est pas grave, je continue. J'ai dit que j'allais pas lâcher jusqu'à temps que les choses changent. Bien, c'est un peu pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que vu que ça n'a pas bougé avec le MTQ, ça n'a pas encore bougé avec le bureau de Pascal Bérubé, on se voit pour essayer de vous donner une visibilité. Tu as même fait un post sur ta page Facebook. C'est comme un peu un appel d'aide, de soutien. Oui, j'ai besoin de ressources pour faire bouger les choses parce que présentement, il n'y a rien qui avance. Puis c'est sûr que je lâche pas jusqu'à la fin, jusqu'à temps que la limite de vitesse va changer, puis les demandes de M. Patrick Dumaire qui va bouger. Parce qu'il y a une belle solidarité entre les citoyens et la municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens là, qui sont dans les actions comme toi? Oui, quand même. Il y en a plusieurs qui m'ont parlé aussi après. Puis mon partage de mon premier post a été partagé énormément de fois. Fait que c'est un peu pour ça que je veux que ça continue à être entendu très loin. Bien, écoute, si on peut vous aider dans votre démarche puis de vous donner une visibilité à votre situation, on est bien content de le faire. Puis lâchez pas, continuez vos démarches. Merci beaucoup. Cette demande de réduction de vitesse au ministère des Transports du Québec provient d'une communauté qui aspire à la sécurité de ses citoyens et des gens qui circulent sur la route 132. Saint-Moïse continue de sensibiliser les gens à la prudence et demander au gouvernement d'intervenir.
Il reste à savoir s'il pourrait changer d'avis dans ce dossier et faire réduire la vitesse de circulation dans le secteur de la rue de la Montagne. C'était Marc Baudouin à Saint-Moïse. Une conférence de presse a été organisée au Centre matapédien d'études collégiales pour présenter le comité Vigie qui va soutenir le CEMEC dans sa mission. Pour en savoir davantage, j'ai rencontré le président du comité, Alfred Morin, et la directrice du CEMEC, Annie-Lydia Galland. Merci beaucoup à nos 4 intervenants. Alors, nous allons passer à la période de questions. Alfred Morin, président du comité Vigie. Pouvez-vous nous expliquer le mandat de ce comité? Principalement 2 éléments qui sont importants. Le premier, c'est de supporter la direction du CEMEC et le comité interne de développement qui a été mis en place par les 2 cégeps partenaires dans le but de procéder à l'identification des stratégies, moyens, actions pour permettre le développement du CEMEC et assurer sa pérennité à long terme. Notre objectif est de travailler en partenariat avec la direction du CEMEC et évidemment les 2 cégeps partenaires, tout en effectuant évidemment notre vigie. Le deuxième élément qui est important au mandat, c'est la sensibilisation et la mobilisation du milieu matapédien autour de ce projet collectif. On vise à créer des partenariats avec les entreprises, avec les municipalités, en appuyant le CEMEC, dans l'obtention des ressources en immobilisation permettant l'amélioration des infrastructures, permettant évidemment la pérennité de l'organisation et du CEMEC à long terme. Depuis quand le comité Vigie a débuté ses activités? Le comité est en action depuis novembre dernier, en lien évidemment avec un plan que nous avons élaboré et que le plan est entériné aussi par le conseil d'administration de la Fondation. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? En résumé, depuis novembre dernier, on a effectué beaucoup de rencontres dans le milieu matapédien, que ce soit à l'organisation Cosmos, Ville d'Amkoui, MRC Le Matapédien. Nous avons rencontré aussi les 2 DG des cégeps partenaires, M. François Dornier, Pierre Bédard, qui est ici présent ce matin, que je désire saluer par sa participation et sa contribution, ainsi que notre député Pascal Bérubé, qui malheureusement voulait être présent aujourd'hui, mais pour des raisons un peu de santé ne pas être, et je souligne la présence de son attaché politique, Marc-Olivier, parmi nous. Nous avons aussi participé à différentes rencontres avec le comité interne de développement actuel. Qui sont les membres qui composent le comité Vigie? Dans un premier temps, Mme Annie-Lydia Galland, qui est ici, directrice du CEMEC, Mme Céline Raymond, coordonnatrice de Cosmos, Mme Karine Deschaines, directrice générale de la Chambre de commerce MRC de la Matapédia, Mme Mélissa Galland, technicienne de l'information au CEMEC, M. Joël Tremblay, directeur général de la MRC, et M. Alain Paquette, André Valland, Pierre Damour, Alexandre Michaud et moi-même. Comme membre observateur, M. Marc-Olivier Caron participe pour représenter notre député Pascal. Je désire les remercier d'avoir accepté de participer activement à la vigie du CEMEC et de travailler au développement de notre région. Le comité Vigie a été mis en place pour assurer la pérennité du CEMEC, parce que vous mentionnez là, que celui-ci joue un rôle important dans la communauté matapédienne. On parle de retombées économiques directes et indirectes importantes chaque année. En 2012, on avait fait l'évaluation, on évaluait ça à 3 millions de dollars par année. Évidemment, le comité Vigie va faire une actualisation de ces retombées économiques-là pour en faire la promotion auprès, évidemment, du milieu matapédien. Puis sans ça, il faut aussi, on ne considère pas les retombées et les économies d'argent pour les parents, pour les étudiants. On parle de 10 à 15 000 dollars après impôt par année. Donc, c'est un impact très important aussi pour les parents. Donc, il faut les sensibiliser à ce phénomène-là. On parle beaucoup d'inflation aujourd'hui, tout le monde le vit, donc je pense que c'est un aspect important à bien sensibiliser et informer les parents aujourd'hui. Deuxième volet qui est important par rapport au bien-être et au fait que le CEMEC soit présent,
Évidemment, ça travaille sur l'enracinement des jeunes adultes. Puis, selon nous, évidemment, ça aide à freiner l'exode de ceux-ci et de maintenir la vitalité de la Matapédia. Troisième élément, c'est l'accès aux études postsecondaires pour les adultes. Donc, souvent, certains adultes vont faire un retour aux études, considérant les coûts qu'on a mentionnés tout à l'heure, c'est un accès à ce moment-là plus intéressant pour un adulte de la Matapédia qui veut faire un retour aux études, d'avoir un établissement postsecondaire dans la Matapédia. Le dernier élément, par la formation continue, le CEMEC aide les entreprises et les organisations par le développement professionnel et technologique de sa main-d'œuvre. C'est un volet qui est important de répondre aux besoins du marché du travail aujourd'hui, de répondre aux besoins des entreprises. Le CEMEC, par sa formation continue, est capable de jouer ce rôle-là. Alfred Morin, merci beaucoup. Je suis en compagnie de la directrice du CEMEC, Annie-Lydia Galland. Bonjour, Annie. Bonjour, Marc. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui du comité Vigie qui a été mis en place pour aider le CEMEC, parce qu'il y a des petites difficultés qui ont été rencontrées dans les dernières années. Pouvez-vous nous faire un peu le bilan du CEMEC? Bien, oui, en fait, comme je le disais lors de la conférence, cette année, c'était la première fois depuis l'ouverture en 1995 qu'on atteignait le chiffre en deçà de 100 étudiants. Donc, à l'automne 2022, nous avons accueilli 94 étudiants. Alors, c'est sûr que le fait d'être en dessous de 100 étudiants nous a donné l'occasion de se questionner, de réfléchir et de se mettre en action, de ne pas attendre qu'à ça descende plus encore. Qu'est-ce qui peut être à la base, justement, de cette baisse d'inscription? Bien, en fait, c'est sûr que dans toute la province du Québec, il y a une baisse démographique. On le ressent ici. Ensuite, il y a l'exode des jeunes. Malheureusement, les jeunes veulent quitter souvent pour aller dans les grands centres, souvent même à Québec, plus particulièrement. Et il y a peut-être aussi la COVID qui est en cause dans le fait que les jeunes sont partis travailler et prennent une pause des études. Oui. En plus, ici, au CEMEC, c'est important parce que c'est la seule institution collégiale dans la région, sur le territoire. Oui, effectivement. Sinon, à côté, on a nos collèges parrains, Cégep de Matane et Cégep de Rimouski. Mais effectivement, dans la vallée de la Matapédia, nous sommes les seuls. Nous offrons 4 programmes, sciences humaines, sciences de la nature, gestion de commerce et techniques de physiothérapie. Et justement, pour aider les jeunes qui veulent venir étudier ici, il y a des petites résidences, des chambres qui ont été conçues pour accueillir ces jeunes-là. Oui, effectivement, c'est vraiment la fabrique qui nous a sollicité un beau partenariat. On est vraiment très contents. Donc, c'est 7 chambres en haut du presbytère. C'est de toute beauté. Je suis allée voir ça. C'est des belles grandes chambres. Et pour l'an prochain, la rentrée scolaire, nous avons déjà 6 chambres sur 7 de réservées. Alors, on est très contents de ça. Est-ce qu'il y a d'autres beaux projets comme ça qui pourraient s'en venir justement pour attirer les jeunes à venir étudier au CEMEC? Bien, c'est sûr que là, on est vraiment dans nos plans d'action. On veut, avec le comité de développement interne, parce qu'il y a le comité Vigie qui existe, mais il y a le comité aussi de développement à l'interne au CEMEC, et on est en train de faire un plan d'action. Entre autres, là, on a une carte privilège pour nos nouveaux jeunes étudiants avec des entreprises de la région. Quand on s'inscrit, on avait droit à des rabais, à toutes sortes de choses, billets de cinéma gratuits, un tirage pour le sentier Micmac, une entrée, diffusion Mordicus. En tout cas, il y a toutes sortes de choses comme ça, un petit incitatif ou un petit bonbon quand on s'inscrit au CEMEC. Et vous avez des bourses aussi que vous remettez? Oui, effectivement, avec la fondation du CEMEC, il y a la bourse hors MRC, donc c'est 500 $ pour des jeunes étudiants qui voudraient venir s'inscrire ici, mais qui ne sont pas de la vallée de la Matapédia. Et pour les jeunes aussi de techniques de physiothérapie et gestion de commerce, ils pourraient être admissibles à une bourse parcours, et ça, c'est 7 500 $. C'est vraiment alléchant, là. C'est vraiment incitatif à encourager les gens à venir étudier ici. On espère que les jeunes vont venir s'inscrire en grand nombre. Merci beaucoup pour ton beau travail, Annie-Lydia Galland, qui est directrice du CEMEC. Hey, je te remercie, Marc. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour cette nouvelle chronique, Le temps d'un popcorn, on vous présente les films qui seront à l'affiche pour le mois de mars.
Je suis en compagnie de la directrice générale du Cinéma Figaro, Marie-Michel Voyer. Bonjour Marie-Michel. Salut. C'est la semaine de relâche qui commence la semaine prochaine, donc du 6 au 10 mars. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ici au cinéma pour cette semaine-là? Bien, pour commencer, avec les plus jeunes, là, jusqu'à 8 ans, je vous dirais, vous pouvez voir Katak, le brave beluga. Donc, c'est un film d'animation québécois. Ça nous vient des studios Imina. Donc, c'est un nouveau studio qui remplace les films Séville. Donc, c'est vraiment à voir. C'est un produit d'ici. Il y a d'autres films qui vont être présentés également à l'affiche cette semaine-là? Oui, donc là, je vous ai parlé comme jusqu'à 8 ans, on vous propose Katak. Ensuite, un peu plus vieux, là, jusqu'à 10-12 ans, on vous propose Coco Ferme, qui est aussi un film québécois, mais cette fois-ci, on est en prise de vue réelle. Puis, c'est avec Benoît Brière, donc, tu sais, on s'attend que ça va être assez drôle. Puis, c'est des préados qui se retrouvent à démarrer une ferme de poules pondeuses. Donc, c'est leurs aventures dans leur démarrage d'entreprise. Non, mais c'est le fun, on commence à faire pas mal de plein de choses au niveau du Québec, au niveau des films. Ben oui, là, on a, en tout cas, c'est un bon moment pour avoir une belle offre là, de films québécois. Puis vu qu'on est sur la lancée, mais après la relâche, là, on vous présentera, vu qu'on nous le demande un peu, là, Le Plongeur, qui est tiré du livre, qui est un film québécois que vous pourrez voir en mars, mais après la relâche. Seulement. Oui. Et puis, pour le reste du mois de mars, est-ce que, bien, juste avant, est-ce qu'il va y avoir des heures d'ouverture différentes pour la semaine de relâche? Oui, oui, absolument. Donc, de lundi jusqu'à vendredi, on est ouvert tous les après-midi. Tous les soirs, ça, c'est comme toujours, mais on est ouvert tous les après-midi. Donc, que ce soit pour Coco, Katak ou l'autre film qu'on a à l'affiche, c'est Creed 3. Donc, vous pouvez les voir en après-midi, entre 1h et 1h30, là, tout dépendant des films. Puis l'autre, c'est 7h, 7h15 ou 7h30, tout dépendant, mais tous les jours. Et le reste du mois de mars, on nous réserve quoi? Au niveau du cinéma de répertoire, vous pourrez voir La Baleine avec Brendan Fraser. Peut-être que vous en avez entendu parler. Puis ça a été quand même primé aux Oscars. Là, semblerait que c'est assez poignant. Donc, à voir. On a aussi Les Aventuriers Voyageurs. Et pour le mois de mars, on va avoir le droit à 2. Oui, c'est ça. Bien, c'est 1 ou 3 semaines. Donc, pour mars, là, on vous en présente 2. Donc, le premier, c'est la Nouvelle-Écosse. C'est le fun, tu sais. On voit quelque chose qui est un peu plus proche de nous. Puis, on voit aussi l'Italie, qui est plus la partie de la Toscane. Donc, l'an passé, les Aventuriers Voyageurs avaient proposé l'Italie du Nord. Donc, là, c'est le même couple, mais ils présentent le milieu de l'Italie. Et au niveau des blockbusters, qu'est-ce que le mois nous réserve? Tu sais, c'est moins... il y a peut-être moins de grosses sorties, mais au niveau là, des films américains, pour la clientèle plus adolescente, on aura Frisson 6. Je ne sais pas si vous vous souvenez là, du long masque blanc. En tout cas, moi, quand j'étais ado, ça m'empêchait de dormir. Là, il a ressorti le 5, donc là, il nous propose le 6. Le 6. Bon. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel, pour... et à tous, bon cinéma et profitez bien de ce mois et de cette semaine de relâche ici au Cinéma Figaro. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. C'est encore le temps pour les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs et les étudiants du Bas-Saint-Laurent de déposer leur candidature pour le défi Ose entreprendre. Ce plus important concours entrepreneurial au Québec entame sa 25e édition. J'en discute avec Véronique Marie-Ève Gosselin, qui est directrice générale de l'École des entrepreneurs du Québec au campus Bas-Saint-Laurent. Madame Gosselin, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Oui, là, comme je le mentionnais, le défi Ose entreprendre commence sa 25e édition. Après 25 ans, c'est un beau succès, là. C'est un très beau succès, franchement. Puis la bonne nouvelle, c'est que la région du Bas-Saint-Laurent, à travers les 25 dernières années, était très dynamique. Et pour cette 25e édition, est encore plus dynamique parce qu'on est en train de battre des records d'inscription, que ce soit au volet scolaire ou au volet création d'entreprise au niveau des inscriptions. En 25 ans, là, vous en avez vu des projets, vous en avez couronné, j'imagine, en quantité sûrement oui, puis, mirobolante. En fait,
Dans le cas du défi aux entreprendre, il y a 3 volets. Il y a le volet local, comme par exemple dans la MRC de la Matapédia, la MRC de la Matanie, Rimouski. Donc, il y a le volet local, puis il y a le volet régional et le volet national. Donc, il y a 3 échelons. Donc, à la clôture, le 14 mars prochain, donc c'est la clôture des inscriptions. Donc, on va commencer par le volet local. Par la suite, au mois d'avril, ça sera le volet régional et ensuite de ça, en juin, le volet national. La région du Bas-Saint-Laurent a eu à de nombreuses reprises des lauréats nationaux. On se souhaite d'en avoir quelques-uns pour la 25e édition. Mais par exemple, la fromagerie du Littoral dans la région de la Matanie s'est rendue au volet national et a été récompensée l'année dernière. Donc, je souhaite qu'on ait plus qu'un lauréat national pour ce 25e édition. Là, pour bien comprendre, dans le fond, ceux qui se classent dans le volet local passent au volet régional, après ça, national. Donc, exactement. Comment ça se déroule? Donc, si on commence par le volet scolaire, donc au niveau volet scolaire, c'est du préscolaire jusqu'à l'universitaire. Donc, les professeurs, les classes, même des étudiants au cégep, université, qui sont étudiants peuvent déposer leur candidature. Jusqu'à présent, au moment où on se parle, là, on a plus de 240 dossiers au niveau scolaire pour toute la région du Bas-Saint-Laurent. Okay. Donc, au niveau scolaire, c'est ça, il y a des finale locale et par la suite, ils vont être déposés pour le régional. Au niveau de création d'entreprise, donc, il y a le volet local et ils vont par la suite au niveau régional, mais il y a une catégorie qui passe directement au niveau régional, c'est la catégorie Réussite Inc. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça fait 25 ans que le concours existe. On en a vu passer des entrepreneurs dans le Bas-Saint-Laurent à travers ce concours-là. Donc, tous les anciens entrepreneurs qui ont participé, en fait, au défi aux entreprendre, ça fait plus de 5 ans qu'ils ont déposé, peuvent participer à le concours dans la catégorie Réussite Inc. Donc, notre objectif, c'est de souligner que ces entreprises-là ont dépassé le fameux 5 ans d'existence. Donc, eux, ils passent directement au régional. Et pour les entrepreneurs qui ne sont pas en démarrage, que ça fait 2, 5, 10 ans qui sont en activité, il y a aussi une catégorie qui s'appelle Faire affaire ensemble. Donc, tout entrepreneur qui, en fait, a des fournisseurs québécois, pas nécessairement juste dans leur MRC ou dans leur région, mais à travers le Québec, peuvent déposer leur candidature aussi pour le prix Faire affaire ensemble. Et donc, là aussi, il y a un volet local et par la suite régional et finalement au niveau national. Et là, on parlait aussi que ça va être bientôt la fin des inscriptions. Est-ce qu'il y a des places limites ou vous prenez tout? On prend tout ce qui passe. En fait, on est vraiment content parce qu'on se rend compte, là, moi, je vois les inscriptions à travers tout le Bas-Saint-Laurent et j'ai un petit côté très curieux. Donc, je vais voir les entreprises qui déposent les projets. Je vais faire quelques petites recherches sur les réseaux sociaux et honnêtement, on a cette année une qualité d'inscription assez phénoménale. Donc, c'est un beau problème, entre autres, pour les responsables locaux, les responsables régionaux. Ça nous met parce qu'on doivent passer devant un jury. Donc, on va chercher des gens de différentes organisations avec différentes expertises, là, parce que le niveau d'inscription cette année est fort intéressant. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi les critères pour s'inscrire? En fait, au niveau création d'entreprise, c'est un entrepreneur qui n'a pas fait de vente avant le 1er avril 2022 et qui prévoit en faire d'ici le 31 décembre 2023. Donc, je donne un exemple. Un entrepreneur qui n'a pas commencé encore ses activités, a son idée en tête, est en train de suivre le cours, par exemple, lancement d'une entreprise ou démarrer son entreprise qui est à l'idéation de son projet et qui s'attend à faire une première vente d'ici le 31 décembre 2023 peut déposer sa candidature. Un entrepreneur qui a commencé à vendre dans la dernière année peut aussi déposer sa candidature. Donc, mais un entrepreneur qui aurait fait des ventes, exemple, le 31 mars 2022, ne pourrait pas déposer sa candidature. Donc, c'est quand même assez vaste comme candidature. Donc, on parle vraiment création d'entreprise. Dans le cas de Réussite Inc, comme je mentionnais, c'est des entrepreneurs qui ont déjà participé au concours Défi aux entreprendre dans le passé
Et dans le cas de faire affaire ensemble, le critère d'admissibilité, en fait, c'est une entreprise québécoise qui achète des produits québécois. Donc, c'est le seul critère, en fait, là, pour déposer dans le cas de faire affaire ensemble. Et par rapport au volet étudiant? Oui. Ben, par rapport au volet étudiant, donc on a des projets préscolaires, scolaires, secondaires, cégep et universitaires. Donc, c'est un projet, ça peut être divers projets tant que ça a une notion entrepreneuriale, on va appeler ça économique. Donc, exemple, j'ai des projets que ben c'est des spectacles. Ça peut être aussi la création d'une mini-entreprise pour fabriquer des bonbons. Donc, c'est vraiment la notion entrepreneuriale. Puis une des raisons pour lesquelles on dépasse les 240 projets, c'est que l'entrepreneuriat touche à différentes matières scolaires. On parle de français, on parle d'art plastique, par exemple, pour la création des affiches ou des logos. On parle évidemment de mathématiques pour les coûts et tout ça. Donc, les professeurs intègrent beaucoup la notion d'entrepreneuriat dans leurs cours. Fait que ça fait en sorte que les élèves et les étudiants sont encore plus intéressés à la matière puisqu'ils travaillent sur quelque chose de concret. Et c'est soutenu, entre autres, par le ministère de l'Éducation. Donc, les professeurs, les classes, les écoles reçoivent du financement de la part du ministère de l'Éducation pour entreprendre ces projets-là. Donc, il y a aussi une notion intéressante de financement pour les classes. Et que ce soit dans le cas du volet scolaire, du volet création d'entreprise, au niveau régional, les lauréats vont recevoir des bourses. Donc, on a des bourses, là, ça varie entre 400 $ au niveau scolaire, puis dans le cas de Réussite Inc. et de Faire affaire ensemble, c'est des bourses de 5 000 $. Donc, dans un contexte économique comme on vit en ce moment, là, recevoir un appui de l'écosystème entrepreneurial du Bas-Saint-Laurent et de Saint-Mercé, et en plus d'avoir un petit support financier, ça fait pas de temps. Et c'est dans, c'est dans tous les domaines, parce que juste dans la Matapédia, on a eu plusieurs beaux projets. On a eu un pas à la fois avec les élèves de la polyvalente Armand-Saint-Onge, qui a remporté les honneurs en 2019. On a eu les mini-serres Ursule de l'École Sainte-Ursule, un projet de création 3D par le Centre d'éducation des adultes de la Vallée. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Exactement. On en a, au niveau de création d'entreprise, il y a différentes catégories. On a services individuels, donc, par exemple, un travailleur autonome en comptabilité, coiffeur, coiffeuse. On a services aux entreprises, donc des entreprises qui vendent des produits, ça peut être le commerce de détail, ça peut être la production alimentaire. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, on a beaucoup de projets au niveau de l'alimentaire. Donc, la production des fraisières, par exemple, qui déposent leur candidature. On a de plus en plus un prix au niveau innovation, qui est un prix spécial remis par l'Espace d'accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent, qui est partenaire de la version régionale. Donc, on va vouloir mettre de l'avant des entreprises qui utilisent des innovations qui sont innovantes. Il y a aussi le côté scientifique. Donc, au niveau de la recherche, il y a le scientifique en chef qui nous donne une bourse pour une entreprise qui utiliserait la science dans son modèle d'affaires, par exemple. Donc, c'est vraiment très vaste. En général, au niveau de la création d'entreprise, pour le prix de création d'entreprise, tout secteur d'activité est possible. La même chose au niveau scolaire. Vous l'avez mentionné avec des exemples extraordinaires. On va voir j'ai une entreprise, pas une entreprise, un projet scolaire que c'est vraiment pour monter des documents pour l'école. Donc, on crée une mini-entreprise pour que ces étudiants-là, au niveau du collégial, offrent des services à leur collège de fabrication de matériel ou de documents. Donc, c'est vraiment, c'est la créativité qui est le critère principal, en fait, du défi aux entrepreneurs. Et souvent, à chaque année, nous, dans la Matapédia, on fait quand même bonne figure. Je pense que vous avez des beaux projets de nous. Oui, en fait, la région de la Matapédia, la région de la Matanie et Rimouski sont des MRC qui sont très fortes au niveau du défi aux entrepreneurs. Pour l'instant, évidemment, je ne peux pas vous nommer les dossiers qui ont été déposés pour la Matapédia, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'étais assez curieuse, donc je m'en vais souvent voir au fur et à mesure que les dossiers rentrent, je vais fouiner.
Et la compétition va être faite. Oui. Et avant de compléter, il faut mentionner que vous avez des nouvelles collaborations cette année? Oui, en fait, les belles collaborations qu'on a, on a entre autres l'espace d'accélération et de croissance au niveau de l'innovation. Nous, l'École des entrepreneurs du Québec Campus Bas-Saint-Laurent, c'est la première fois qu'on s'occupe du volet régional. C'est le collectif régional de développement qui nous a proposé de prendre le relais. Les dernières années, c'était eux qui s'occupaient du défi aux entrepreneurs du volet régional. Donc, je profite de l'occasion pour les remercier de la confiance, de la gestion de ce beau dossier-là. Donc, ils sont aussi partenaires. On a, bien évidemment, les centres de services qui sont partenaires. On a aussi la ruche Bas-Saint-Laurent qui est partenaire du défi, donc au niveau régional, parce qu'il va y avoir un gala, 2 galas. Le 26 avril, en virtuel, le volet scolaire, et le 27 avril, en présence, il va y avoir le gala au niveau création d'entreprise. Donc, la ruche Bas-Saint-Laurent est un des partenaires du gala. On a aussi la majorité des députés de la région du Bas-Saint-Laurent qui nous donnent un coup de main, qui croient à l'entrepreneuriat bas-laurentien. Donc, je tiens à les remercier de ce beau partenariat-là avec eux. Mais le succès du défi aux entreprendre pour la région du Bas-Saint-Laurent, c'est que l'écosystème entrepreneurial et l'écosystème scolaire se réunissent pour mettre de l'avant la création d'entreprises. Puis j'en parlais tout à l'heure avec un de nos partenaires. Plus on va mettre de l'avant la création d'entreprises, des beaux modèles de création d'entreprises, plus ça va donner le goût aux gens d'entreprendre. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle « Aux entrepreneurs ». Donc, on a de la belle relève qui s'en vient avec les projets qui sont proposés. Oui, vraiment de la belle relève. On est très fiers. Sincèrement, moi, je suis originaire du Bas-Saint-Laurent, puis je peux vous dire que quand je travaille avec le national du défi aux entreprendre, on se fait souvent dire que le Bas-Saint-Laurent, malgré qu'on est une région qui n'est pas nécessairement très populeuse comparativement, par exemple, à Montréal ou à Québec, mais on est dans le top 5 des régions où on dépose le plus de dossiers de candidature pour le défi. Mais comme le proverbe dit, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et ça, je vous garantis, on a la qualité pour la 25e édition. Véronique Marie-Ève Gosselin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous. Puis on invite les gens à s'inscrire. Alors, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 14 mars à 16h pour déposer votre candidature dans l'une ou l'autre des catégories du défi Ose entreprendre. Toutes les informations sont disponibles en ligne par l'entreprise du site oseentreprendre.québec. Merci beaucoup. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Vous savez que dans toutes les familles, on aime bien avoir un chien. Les chiens sont de plus en plus populaires. J'ai une question pour tous les membres de la famille. Comment on appelle ça, un chien qui n'a pas de jambes? On ne l'appelle pas, on va le chercher. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Dans le cadre du programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent, 15 artistes de la région seront soutenus financièrement pour réaliser leurs projets. Parmi ceux-ci, on retrouve un matapédien, Éric Lamarre, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi. Bonjour Éric! Bonjour Marc. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Tout d'abord, félicitations pour ta bourse. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent? Ben, en fait, c'est le CALC, le Conseil des arts et lettres du Québec, en partenariat avec les MRC, qui distribue des bourses dans chacune des MRC pour des artistes qui ont déposé des projets puis qui habitent dans ces endroits-là. Et tu as reçu combien pour ta bourse? J'ai reçu 16 600, je crois. C'est en tout cas 16 600. Oui, c'est ça. De cette bourse, ben avec ça, moi, ce que ça me permet, c'est que ça me permet d'engager aussi des partenaires. Ça va me permettre d'engager quelqu'un pour faire la trame sonore de mon film. C'est un collègue de Rivière-du-Loup avec qui j'ai fait mon premier film scolaire. J'ai quelqu'un qui va s'occuper de la colorimétrie. J'ai un mixeur sonore et qui
qui va faire tout mon mix et mon montage sonore. Fait que ça, puis j'ai quelqu'un aussi qui est au graphisme pour toute la partie graphisme qui entoure la production du film. C'est ça. Tu vas réaliser un court-métrage. Dans le fond, cet argent-là va te permettre d'avoir toute cette aide-là que tu as besoin. Absolument. Puis de me garder un montant qui va me permettre, parce que c'est beau faire ce qu'on aime, mais des fois, il faut manger, Gabriel. Puis, fait que non, c'est vraiment... Puis au-delà de ça, c'est que c'est une reconnaissance. Ce qui est précieux dans tout ça, c'est vraiment la reconnaissance du calque. Ça ouvre des portes pour ma jeune carrière. J'ai terminé en juin dernier ma formation à Rivière-du-Loup, à l'École des métiers du cinéma de la vidéo. Puis, donc, de pouvoir assez rapidement switcher dans l'aventure professionnelle, si on veut, c'est une grande joie pour moi. C'est un beau départ, parce que de toute façon, là, vu que tu viens de terminer ton cours, c'est la première fois que tu gagnes une bourse pour un projet artistique. Oui, mais dès que j'ai terminé, par contre, j'ai passé l'été dernier à tourner le projet à mes frais. J'ai voulu justement me lancer à plein temps dans mes projets de création parce que c'est ça que je veux faire de ma vie. Puis si je mets pas tous les efforts, puis je m'y consacre pas pleinement, bien, ces choses-là ne peuvent pas arriver. T'sais. Justement, on parlait, c'était quoi que tu avais à faire pour te mériter cette bourse-là? C'était quoi les critères? Est-ce que tu avais des choses à remettre? Premièrement, oui, un dossier assez étoffé. On avait, à la base, il fallait être reconnu comme ayant déjà diffusé une œuvre dans un cadre professionnel. Donc moi, pour être éligible, mon film scolaire a été sélectionné par Paralœil à Rimouski, avec quelques autres, parmi tous ceux de la cohorte, pour être diffusé au Cinéma Paradis cet automne, dans un cadre professionnel avec des spectateurs payants, tout ça. Donc, bravo pour ça! Merci. Puis il y avait d'autres super films de mes collègues qui ont été présentés aussi. Fait que ça, c'était la première étape. Ensuite de ça, j'ai monté mon projet, trouvé mes partenaires, parce qu'on parle d'entente de partenariat territorial. Donc, je travaille avec des gens qui sont dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai le backup d'organismes comme justement Paralœil, la TVC, le Cinéma Figaro, la MRC. J'ai eu aussi, en tout cas, j'ai réussi à avoir le support de plein de personnes. Donc ça a sûrement contribué à mousser le dossier. Puis il fallait le définir, le projet. Si on veut aller technique, là, en 10 500 caractères maximum. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis j'ai déposé ça au calque pour la fin octobre, avec budget, échéancier, tout ça. Ben justement, on va parler de ce beau projet-là qui va se réaliser maintenant que tu as reçu la bourse. Ton court-métrage va s'appeler La Balle. Alors, en fait, La Balle, c'est le titre de travail. Ah, OK. Parce pas nécessairement le titre du court-métrage. C'est ça. Parce que, ça s'enligne pour ça, là, mais je veux juste dire parce que c'est vraiment, tu sais, on part avec un titre de travail. D'où ça vient? Quand j'étais jeune, il y avait une ligue de village, il y avait une ligue de balle molle par village. Okay. Il y avait des matchs 2 puis 3 soirs par semaine. Il y avait des tournois les fins de semaine. Puis, au fil du temps, ça s'est un peu... ça s'est estompé. C'est devenu... c'est beaucoup plus rare. C'est devenu inexistant dans bien des régions du Québec. Puis, j'avais cette espèce de... J'aime pas le mot nostalgie, mais j'avais des souvenirs d'enfance reliés à ça. Puis, je trouve que la balle, ça se prête beaucoup au cinéma dans plusieurs... Parce que, c'est au niveau le visuel, évidemment, c'est un environnement qui regorge. Les images à faire avec la balle sont vraiment le fun. C'est ça, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur le sujet du baseball. Oui, absolument. Puis, moi, ce que je voulais faire, c'est ça. Fait qu'il y a aussi la partie... C'est un sport qui est très sonore. Les encouragements... Généralement, on se tire la pipe, les gens... en tout cas, il y a une belle dynamique sonore autour de ça. La camaraderie, puis c'est un peu ça, tu sais, que je voulais mailler mes espèces de souvenirs, de feeling d'enfance à la balle aujourd'hui. Fait que là, j'ai fait des recherches, j'ai tâté le terrain à plein d'endroits pour voir comment j'aborderais ça.
Et j'ai trouvé une ligue dans un camping saisonnier dans la Nodière où il y a 144 joueurs, tous saisonniers au même camping, qui jouent 2 matchs de balle par fin de semaine, 12 équipes. 2 matchs de balle par fin de semaine du début juin à aller au final à la fête du travail. Un univers vraiment... en tout cas, j'ai baigné dans cet univers-là tout l'été dernier, à toutes les fins de semaine ou presque. Puis, c'est ça. C'est que ça m'a permis, évidemment, de rencontrer des gens agréables, sympathiques, puis de vivre un peu en immersion qu'est-ce qu'était une saison de balle au camping Saint-Tropez. Et te faire revivre aussi tes souvenirs parce que tu devais jouer à la balle quand tu étais enfant ou... oui. Ah, ben, c'est ça. La balle aussi, nous autres, tout le monde avait une mythe ou à peu près. Fait que quand on arrivait à bas, il n'y a rien à faire, on sortait nos mythes puis on se pitchait. Puis après ça, c'est jouer évidemment avec la polyvalente, puis les jeux de liste, puis plein de trucs comme ça. Fait que ça va être la balle vue autrement ou vue de ton œil à toi. Oui. Puis c'est pas un film nécessairement qui va être sur la balle Oui, sur la balle, mais je veux dire, mais c'est pas un reportage sportif. C'est vraiment un documentaire où on va y aller sur les feelings. Puis que j'ai essayé de faire revivre au travers de toutes les images et des enregistrements sonores que j'ai captés lors de cette saison-là, l'été dernier. Donc là, maintenant que tu as obtenu la bourse pour officialiser ton projet, as-tu des dates? As-tu des dates butoirs? Le projet, là, présentement, je suis en montage. Je suis en train de... Je dirais que... Je suis en train d'essayer de voir comment je vais sculpter le film à travers de tout le lot d'images que j'ai. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs aussi, j'ai un mentor en scénarisation, montage, en la personne de Guillaume Fournier, qui s'est offert gracieusement et très généreusement. Puis c'est un gars dont j'admire beaucoup le travail, fait que ça m'a touché qu'il accepte de m'appuyer là-dedans puis de m'éclairer de ses lanternes, si on veut. Puis ensuite de ça, là, cette étape-là, je suis déjà en collaboration. Demain, je rencontre mon coloriste. Après-demain, je rencontre mon créateur, mon compositeur de musique. Puis les étapes à venir, ça va être évidemment le montage. Puis je soumets mes différentes versions à mes collaborateurs. On discute de tout ça. T'sais, faire un film, là, c'est un travail d'équipe. Oui. Il y a 1000 métiers là-dedans. On en fait beaucoup. Chaque personne en fait généralement. Quand tu es réalisateur, tu touches à tout. Puis quand tu as la chance de pouvoir compter sur des partenaires, des collaborateurs de talent, ça permet que les zones dans lesquelles on est moins à l'aise, on peut arriver à obtenir des super de résultats. Fait que c'est le fun. Fait qu'on devrait voir ça en 2023. Il va être terminé pour le printemps, en fait, mai, on va dire. Par la suite, c'est ce qu'on appelle la run des festivals. Il faut que je le soumette. Fait que ça va être, je dirais plus, ça risque peut-être une avant-première à l'automne 2023. Okay. Puis sinon, ça va être en festival à partir, si, évidemment, le film est sélectionné. On est toujours à la merci de... Oui. Mais en tout cas, je pense qu'on va y arriver. Éric Lamarre, merci. Merci à toi. Encore une fois, félicitations. Puis bon travail. Puis on a bien hâte de voir ton court-métrage. Je vous tiendrai évidemment au courant. Merci. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 3 mars d'info.tvc. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur les maisons écologiques, ne manquez pas la conférence de Davy Boudreau qui raconte son expérience d'autoconstruction à la bibliothèque Madeleine-Gagnon d'Amqui ce samedi 4 mars dès 14h. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Causes-Abscales. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur verte. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'info.tvc. Bonne semaine de relâche.